Alors, je me suis entraîné sur les grands boulevards à filmer avec une caméra cachée sous un imperméable. Donc, je marchais comme un petit bossu. Et puis, je prenais mes copains, mon père, ma mère, ma fiancée, etc. Et j'essayais de les filmer sans filmer. C'est-à-dire au jugé, puisque je n'avais pas le droit de filmer. Donc, si j'avais une caméra, je me serais fait... Et donc, je me suis entraîné comme ça pendant, je sais pas... 1 ou 2 semaines, parce que c'était pas facile. Donc, inconsciemment, j'ai inventé les travelling, parce qu'il fallait... Et puis, surtout, je filmais sans viser. Je me suis inscrit au Parti communiste, parce que c'était les seuls qui pouvaient, à l'époque, rentrer. Je suis parti donc avec un groupe d'une 30-40 personnes, et je me suis dit, je vais essayer de filmer Lénine et Staline côte à côte. Donc j'avais à l'époque, je devais avoir 18 ans, 19 ans, je ne sais plus exactement, enfin et je suis parti là-bas, j'ai démonté ma caméra pour passer la douane, et j'avais donné des petites boîtes de pellicules à tous les gens qui étaient avec moi dans le voyage, en disant ça c'est pour faire des photos de tourisme. Comme c'était des communistes, il ne fallait pas trop leur en dire. Et donc on est arrivé à Moscou, et j'ai commencé, attendez, je vais... Vous voyez, ça c'est le hasard. Et le hasard, il est formidable parce que dans mes films, il intervient tout le temps. Vous voyez, donc il peut à tout moment créer des scènes qui n'étaient pas prévues. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais voilà. Et donc, on découvre la sonnerie comme ça. Voilà. Et donc, une fois à Moscou, j'ai commencé à filmer et je savais que j'allais ramener des images qu'on n'avait jamais vues, puisque c'était encore le rideau de fer. Et je suis tombé amoureux du peuple russe. Parce que c'était des gens courageux, ils vivaient... C'était après-guerre. Oui, c'était en 57. Hein. C'était en 57. Et donc j'avais 20 ans. Voilà. Et est arrivé le fameux jour où on est allé dans le mausolée de Lénine et Staline pour... Donc ces images-là, elles existent. Hein? Elles existent. Oui. Et donc, en plus, c'était l'époque où il n'y avait pas de lumière, donc les pellicules étaient très peu sensibles. Donc je me disais, est-ce qu'il y aura assez de lumière? En plus, c'était éclairé avec des bougies, des machins. Et surtout, j'avais une caméra qui faisait du bruit. Donc j'avais dit à mes camarades, on va aller, mais comme on n'a pas le droit, à un moment donné, je vais me gratter la tête, vous toussez, et ça va couvrir le bruit de la caméra. Donc il y a 10 personnes qui sont mises à tousser devant le... Voilà, et donc il y a une trentaine de personnes qui se sont mises à tousser, et moi j'ai pu filmer. Alors les images n'étaient pas terribles, mais je les avais. Et j'ai gagné ces $10 000 qui m'ont permis de créer déjà la société. D'être les films 13 et d'être un homme libre. Voilà, ça m'a permis dès le départ, donc vous voyez la chance, mais il y avait une énorme prise de risque. Si je m'étais fait arrêter, j'aurais peut-être été au goulag, enfin on ne sait pas. Donc, mais le risque a toujours été un truc comme ça qui m'attire. Je veux dire, si je fais un film sans risque, ça ne m'amuse pas. J'aime bien la part, j'aime le jeu, mais j'aime le jeu de la vie. J'aime pas le jeu au casino, j'aime pas le jeu de cartes, ça mais le jeu de la vie... Pas le poker. Non, je ne suis pas mauvais au poker. Oui. C'est un jeu de menteur, donc je me débrouille pas mal. Mais je ne suis pas patient, parce que pour le poker, il faut faire 24 heures. Des parties, ça dure très longtemps. Moi, je joue bien pendant 1 heure, après j'en ai marre. Voilà. Mais, donc, je suis à Moscou, et je filme en plus Moscou. Et la chance de ma vie, c'est Moscou. Vous voyez, donc j'avais bien fait. C'est pour ça que la Russie, pour moi, joue un rôle très important. À un moment donné, donc j'avais soudoyé un chauffeur de taxi, parce que je ne voulais pas filmer que Lénine et Staline. Et donc j'ai fait mon premier court-métrage, c'est Quand le rideau se lève. Et à un moment donné, ce chauffeur de taxi m'a emmené. Il avait un copain qui était chef machinot au studio Mosfilm. Et moi, à l'époque, je ne pensais pas à la mise en scène. Je ne pensais pas à la mise en scène. Je pensais être simplement caméraman d'actualité. Je voulais être caméraman d'actualité. Je voulais, avec ma caméra, faire le tour du monde. J'étais curieux. Je voulais voir tous les pays. Je voulais voir les gens. Les gens m'intéressaient, me passionnaient. À partir du moment où vous faites le choix des images, vous êtes forcément metteur en scène. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Sinon, de toute façon, le cinéma est un art naturel. La littérature, il faut apprendre à lire et à écrire. La peinture, il faut apprendre à dessiner. La musique, il faut apprendre la musique. Le cinéma est un art naturel. Vos yeux, actuellement, c'est la plus belle caméra du monde. Vous êtes en train de me filmer.
Vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et votre cerveau, c'est la plus belle machine à monter. La mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est le montage de votre vie. Ce soir, vous allez vous coucher, et puis vous allez peut-être repenser à tout ce que je vous ai dit. Il est probable que vous allez faire un montage. Et vous allez vous souvenir de ce qui a été un peu plus intéressant que le reste. Donc c'est ça le montage. Le montage, c'est garder le meilleur. Donc ce soir, inconsciemment, vous faites du montage. Donc le cinéma est un art naturel. C'est réservé aux gens comme moi qui n'ont pas fait d'études. On n'a pas besoin de faire des études pour faire du cinéma. Alors qu'il faut faire des études pour tous les autres métiers. Jouer la comédie et faire du cinéma, on n'a pas besoin de faire d'études, puisqu'on le fait toute la journée. On joue la comédie toute la journée. Et on fait du cinéma toute la journée. Donc ce sont des arts naturels. Alors, c'est pour ça que ce sont des arts populaires, et c'est pour ça que c'est peut-être les arts les plus difficiles. Parce que la concurrence, elle est totale. Vous avez 7 milliards de gens qui jouent la comédie. Vous avez 7 milliards de mecs qui font des films. Et aujourd'hui, avec vos appareils photo, vos portables, vous êtes tous des cinéastes. Tous. Nous sommes tous des cinéastes. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui filment un peu mieux que d'autres. Mais il y a l'histoire, on en parlera après. Oui, mais heureusement qu'il y en a qui filment un peu mieux. Mais on peut tous, aujourd'hui, filmer. Je vous dis, ce soir, peut-être tout à l'heure au bistrot, vous allez prendre un verre avec des copains, et puis vous allez dire, tiens, on a vu le louche cet après-midi, tiens, il a dit ça. Et vous allez sortir une phrase, alors que j'en ai dit beaucoup plus. Donc vous aurez fait vous-même le montage, la sélection, c'est ça le montage. Or, l'art du cinéma, c'est le montage, par rapport au théâtre. Le théâtre, c'est des plans séquences. Et le cinéma, c'est du montage. On peut couper dans les plans séquences. Mais en même temps, l'aristocratie du cinéma, c'est le plan séquence. Les plus beaux films du monde sont des plans séquences réussis. Parce qu'il n'y a rien de plus dur qu'un plan séquence. Il faut que tout soit parfait. Il y en a beaucoup chez vous. Il y en a beaucoup chez moi. Ah oui. C'est parce que ça me gêne de vous le dire, mais moi, ça ne me gêne pas de vous le dire. On peut pas. Il y en a beaucoup Un chez metteur vous. en scène, il faut lui dire montre-moi tes plans séquences. Parce que le montage de la télé, c'est plus supportable aujourd'hui. C'est plans de 3 secondes. Il n'y a plus de metteur en scène. Toutes ces séries télé, c'est n'importe qui. N'importe qui peut les faire. Vous voyez, je veux dire, parce qu'on peut changer. D'ailleurs, ils changent de metteur en scène à chaque épisode. Et on ne s'en aperçoit pas. Alors que la vraie mise en scène, c'est un point de vue qui fait que d'un seul coup, on vous montre le monde tel qu'une personne le voit avec son esprit de synthèse. Je veux dire, quand je vais voir un film de Kubrick, ou de Chaplin, ou d'Hitchcock, ou de Fellini, ce qui m'intéresse, c'est leur synthèse. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui voit le monde d'une façon plus dense et qui fait le juste milieu entre tous les extrêmes et toutes les contradictions. Oui. Dans les feuilletons, il n'y a pas de synthèse. On vous raconte une histoire au premier degré, et puis surtout, il ne faut pas que les gens zappent. Puis c'est du copier-coller. Donc on leur fait des plans de 3 secondes, 4 secondes, et pour les acteurs, c'est un cauchemar à jouer, parce qu'ils commencent une séquence, un machin, ils sont pris sous 10 axes différents. Le feeling, c'est pas ça. Un acteur, il faut le prendre dans un plan séquence pour qu'il ait le temps de rentrer. Qu'est-ce que c'est qu'un acteur? C'est un athlète. C'est un athlète. Il faut le chauffer, un athlète. Vous n'avez pas quand le champion du 100 mètres va courir, vous ne faites pas un montage. C'est pendant 10 secondes, c'est un plan séquence. Bon. Et un athlète, il ne peut pas aller courir le 100 mètres s'il ne se chauffe pas 3 heures avant sur le cours. Vous voyez, bon. Et au cinéma, moi, je traite mes acteurs comme des athlètes. Je les chauffe avant de commencer à tourner. J'invente même des répliques qui servent à rien, qui vont les chauffer. Parce que si après le clap, on dit action, et tout de suite, ils donnent les répliques du film, il y a la première et la deuxième réplique, ils ne sont pas chauds. Donc vous les chauffez en les nourrissant de ce qu'ils Et sont. très souvent, il y a des répliques qui servent à rien. J'aime bien commencer la scène à chauffer les sentiments, leur faire oublier qu'ils font semblant. L'art de la comédie, c'est les parfums de vérité, c'est-à-dire à un moment donné quitter le monde du semblant pour devenir vrai. Donc on ne devient vrai que si on oublie le trac, si on oublie la technique, les projecteurs. Donc c'est tout un art d'amener l'acteur pour arriver à filmer ces petits parfums de vérité qui font qu'à un moment donné, on aime un acteur plus qu'un autre. En fait, ce qu'on aime, c'est la vérité. Je crois qu'on est dans un monde où il y a énormément de tricheurs, énormément de menteurs, et donc les parfums de vérité aujourd'hui n'ont pas de prix. Je crois que
en politique, dans tous les domaines. Dans un restaurant, ce qu'on aime, c'est la vérité. Parce que justement, on vit dans un monde de menteurs. Donc à chaque fois que vous trouverez... Alors, on ne trouve pas la vérité, personne ne la détient. Mais les parfums de vérité, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut... on peut être sincère, même si la sincérité change tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que le métier d'acteur, il faut, à un moment donné, toucher le spectateur. C'est ce qui fait qu'il y a des vedettes et des stars. Il y a une grande différence entre les vedettes et les stars. Les stars, on est content de les voir même dans une merde. Et on va passer 2 heures, avec Bébel. On va passer 2 heures avec Gabin. On s'en fout parce que c'est comme si on allait passer 2 heures avec un copain. Vous voyez, vous allez passer 2 heures avec un copain, vous en foutez qu'il vous dise des choses intelligentes ou pas. On passe 2 heures avec lui. Bon. Alors que les vedettes, on est content de les voir que dans des bons films. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, alors qu'une star, De Funès, on allait voir un De Funès. On passait 2 heures avec Fufu. Que ce soit dans un truc ou pas. Voilà. Donc, à un moment donné, donc pour devenir une star, il faut à un moment donné être sincère. Avoir envie que le public fasse de vous un copain. Oui, d'accord, c'est le premier carburant. C'est le premier carburant. C'est d'un seul coup, le talent c'est bien, mais on préfère avoir un pote. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut devenir le pote du public. C'est-à-dire à un moment donné, que le public se dise « j'aime bien ce type ou cette fille ». Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je l'aime bien. Je suis content de la revoir, je suis content de le revoir. C'est une question de feeling. Voilà, c'est une question d'univers. C'est-à-dire que on apporte sa vérité. On apporte sa vérité. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce que je demande à un comédien, c'est d'apporter sa vérité. On ne dirige pas un comédien. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais un bon directeur d'acteur. C'est gentil, mais c'est plus subtil que ça. On ne dirige pas. Mais par contre, on peut lui souffler dessus. C'est ça, le directeur d'acteur. Voilà, moi je suis le vent. Les acteurs sont des bateaux, et je leur souffle dessus, parce qu'avec le vent, ils ne voient pas, ils n'entendent pas les ordres arriver. Vous voyez, le vent, vous ne pouvez pas l'attraper. Et on leur souffle dessus, et c'est très dur de souffler sur un acteur, parce qu'en soufflant dessus, on fait un petit peu, on l'amène là où il faut aller. Mais on ne dirige pas un acteur. L'acteur, il a un savoir-faire, il sait comment on ouvre une porte, comment on boit un verre d'eau, comment on allume une cigarette, on ne va pas lui apprendre des trucs comme ça. Donc on est d'accord qu'au départ, on pourra parler du casting, du choix des acteurs après, il n'empêche quand même qu'il faut que l'acteur il vienne quand même avec quelque chose, un univers et un savoir-faire. Mais évidemment. On est d'accord. Il faut qu'il vienne avec sa personnalité. Voilà. Moi, ce que j'aime chez un acteur, c'est quand il se sert de ce que je lui propose. Donc je lui dis, voilà, tu vas jouer un rôle de salopard. Bon, pourquoi pas. Mais en même temps, j'aime à un moment donné qu'il amène ce qu'il a de mauvais chez lui. Le salopard qui... Parce que si je lui propose un rôle de salopard, c'est qu'il a quelque chose de salopard. Évidemment, il faut se fier aux apparences. Dans ce métier-là, il faut se fier aux apparences. Quand vous avez une gueule de salaud, c'est que vous êtes quand même un salaud. Mais il faut s'en servir. Il faut s'en servir au cinéma. Donc si demain... Plus au cinéma qu'au théâtre. Parce qu'au théâtre, de loin... On peut voir que peut-être vous n'êtes pas, parce que c'est dans les yeux qu'on voit que vous êtes un salaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au théâtre, on ne voit pas dans les yeux, on voit pas les yeux des gens. Donc, on peut faire croire tout ce qu'on veut au théâtre. Mais au cinéma, non. Vous avez le gros plan qui est le microscope, qui fait qu'à un moment donné, c'est formidable, qui est vraiment... ou un parfum de brave type. Vous regardez, quand vous prenez certains acteurs, certaines actrices, il n'y a rien d'innocent dans ce métier. C'est pour ça qu'il est merveilleux et qu'il est cruel. On ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant. Ça va beaucoup plus loin. Moi, quand j'engage des comédiens, c'est pour qu'ils viennent avec leurs valises. On a tous des valises. Je ne sais pas, on est peut-être une cinquantaine ou une centaine ici aujourd'hui. On a tous des valises dans la vie. Et moi, je me sers de ces valises. Quand l'acteur arrive le matin sur mon plateau, j'ai mes espions, le maquillage et la coiffure, qui me disent elle est de bonne humeur ou elle est imprenable. Il est sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais me servir de la bonne humeur et de la mauvaise humeur, qui est incontournable. Parce que c'est vos valises. Avant d'être des acteurs, vous êtes des êtres humains. Peut-être que votre mec vous a plaqué hier soir, vous êtes engueulé.
on ne sait pas, vous arrivez avec la vie. Et après, on va vous demander de faire autre chose. Mais la bonne humeur et la mauvaise humeur, elle ne va pas vous lâcher. Donc, s'il est de bonne humeur, il faut s'en servir, parce que c'est très photogénique. Et s'il est de mauvaise humeur, il faut s'en servir aussi, parce que c'est encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais la scène dans Les Misérables avec Girardot, qui lui a permis d'avoir le César, ce jour-là, elle a envie de tout sauf de tourner. Son mec la trompe à Paris, sa mère est malade, son banquier lui dit qu'elle est à découvert, on est dans le Jura en train de tourner avec Bougelin dans une cave, et elle vient me voir, elle me dit Claude, il faut que je rentre sur Paris. Sois gentil. On tourne vite. J'ai pas le temps. Est-ce qu'on peut retourner la scène demain? J'ai dit écoute Annie, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Sois gentil, on va faire une prise et tu rentres. Elle s'est dit putain, comme je vais faire une prise, elle a mis le paquet. C'est parce qu'elle était de mauvais poil. Le grand directeur d'acteurs ce jour-là s'est laissé ses emmerdes. Et il a envie qu'elle soit pressée de rentrer. Moi, je peux pas diriger ça. Mais la chose qu'elle a, c'est en tournant avec vous, elle sait qu'il y a une amplitude, ça peut bouger. Vous-même, vous écrivez l'histoire, donc vous pouvez une fois de plus bouger et adapter. Il y a des réalisateurs avec bien sûr, mais c'est pour ça que bouger. je tourne toujours avec 2 caméras. D'accord. D'abord, quand on fait une scène avec des comédiens, il faut avoir l'élégance d'avoir une caméra sur chacun des comédiens. Ouais, mais avant, on ne le faisait pas. Avant, on tournait qu'avec une seule caméra, donc l'autre était derrière à donner la réplique. Ce qui fait que c'est au moment où il donnait la réplique qu'il était très bon. Bon. Mais regardez, c'est Chaplin qui a inventé le truc. Chaplin, il tournait tout. Il tournait les répétitions, les machins. Il ne voulait rien laisser passer. Et à l'époque, il était dans le cinéma muet. Donc on ne sait pas. Les répétitions peuvent être lumineuses. Et quand j'ai fait cette scène avec Girardot, j'ai dit à mes 2 caméramans, je lui ai dit attention là, il faut être bon à la première prise parce qu'elle va y aller.